120 navires de guerre neutralisés, mis hors service ou contraints de quitter le combat. Et pourtant, le détroit d'Ormuz reste fermé. C'est là que cette histoire commence, non pas dans l'incertitude, mais dans une contradiction qui refuse de se résoudre. Car sur le papier, tout indique un contrôle total. 2 groupes aéronavals maintenant leur position, 8 destroyers Aegis formant un bouclier multicouche, des dizaines de milliards de dollars de puissance navale déployée dans la région, et malgré cela, ce corridor vital, par lequel transite une part massive de l'énergie mondiale, demeure silencieux. Au large, près de 3200 navires dérivent ou restent à l'ancre, parmi lesquels des centaines de pétroliers chargés et en attente, moteurs coupés, routes figées. Et chaque semaine qui passe inflige à l'économie mondiale des pertes estimées à 40 milliards de dollars. Aucune perte navale majeure, aucun engagement raté, aucun effondrement de la capacité opérationnelle, simplement un passage de 6 miles de large qui refuse de rouvrir. Et c'est là que tout devient incompréhensible, jusqu'à ce que l'on entre dans le corridor lui-même. Car le détroit d'Ormuz n'est pas seulement étroit, il est contraignant, compressé, implacable. À son point le plus resserré, il atteint 21 000 nautiques, mais la voie de navigation réelle, à peine 6. 2 milles à l'entrée, 2 à la sortie et une mince zone tampon entre les deux. Voilà tout l'espace opérationnel. Tout ce qui en sort tombe en eau restreinte. Chaque mouvement, chaque décision, chaque engagement se déroule dans une bande d'océan pas plus large qu'une petite ville. Ajoutez à cela des milliers de navires civils, cargos, pétroliers, bateaux de pêche, certains immobiles, d'autres dérivant lentement, tous contribuant à un environnement dense et en perpétuelle évolution. Puis introduisez le véritable défi. Des centaines d'embarcations petites et rapides se faufilant dans ce même espace. Ce ne sont pas de grands bâtiments de guerre, ce sont des unités compactes, discrètes, difficiles à suivre, conçues pour la vitesse. Certaines dépassent les 50 nœuds, d'autres vont encore plus vite. Elles ne comptent ni sur la taille, ni sur le blindage, mais sur le nombre, le timing et la direction, car elles n'arrivent jamais seules. Elles surgissent en groupe. 30, 40, parfois davantage, se dispersent, convergent, attirent l'attention dans toutes les directions à la fois. Et soudain, les systèmes les plus avancés au monde font face à un problème différent. Non pas comment gagner un engagement, mais comment en gérer trop, simultanément. Car chaque réponse a un coût. Et dans cet environnement, ce coût devient crucial. Les systèmes d'interception avancés, conçus pour des menaces aériennes à grande vitesse, peuvent coûter des millions à chaque utilisation. Les employer contre de petites cibles de surface rapide créent un déséquilibre qui s'accumule rapidement. L'artillerie navale peut réagir, mais son cadence de tir peine à suivre des dizaines de cibles en mouvement. L'aviation embarquée apporte de la précision, mais la vitesse devient une contrainte. Traverser le corridor si rapidement que distinguer une menace parmi des milliers de navires civils se joue en quelques secondes. Parfois moins. Les hélicoptères offrent de la flexibilité, mais leur autonomie et leur charge utile limitent la durée de leur engagement. Aucun de ces systèmes n'est défaillant. Ils opèrent simplement dans un environnement pour lequel ils n'ont pas été conçus. Et c'est là que tout bascule, non pas avec davantage de puissance, mais avec une approche différente. Au lieu de traverser le corridor à grande vitesse, un autre type d'aéronef entre en scène et fait quelque chose d'inhabituel. Il ralentit, il ne se contente pas de passer, il reste, il vole plus bas, tourne plus longtemps, maintient sa position au-dessus de la même zone, observe, suit, attend. Là où les jets rapides n'ont que quelques secondes de visibilité, celui-ci dispose de minutes. Là où les capteurs peinent à trier les signaux dans un environnement saturé, le pilote peut simplement regarder, identifier des schémas, repérer des anomalies, confirmer des cibles. Et lorsqu'il intervient, il le fait avec une précision adaptée à la situation. Rafale courte, emploi contrôlé des munitions, réponse calibrée qui neutralise la menace sans saturer les systèmes en arrière-plan. Et soudain,
l'équation commence à changer. Les engagements autrefois coûteux s'équilibrent. Plusieurs cibles peuvent être traitées sans épuiser les ressources critiques. La pression, autrefois croissante à chaque réaction, commence à diminuer. Non pas parce que les menaces disparaissent, mais parce que la réponse devient soutenable. Mais même ainsi, il ne s'agit pas d'une solution unique, car ce corridor exige plus d'un angle de vue. Au-dessus, cet aéronef persistant assure une surveillance continue. Il suit les mouvements, identifie les menaces avant qu'elles ne s'intensifient. En dessous, plus près de la surface, une autre couche opère, plus réactive à courte portée, interceptant les cibles qui échappent au premier niveau. Et en profondeur, les forces navales maintiennent la structure globale, surveillant les menaces majeures, contrôlant l'espace aérien, conservant leurs systèmes les plus avancés pour les situations qui l'exigent réellement. Chaque couche comble les lacunes des autres, et ensemble, elles forment un ensemble bien plus équilibré que n'importe quel système isolé. Avant cette coordination, chaque contact rapide risquait de déclencher une réponse coûteuse. Les stocks de missiles diminuaient, la pression montait, le Jetuniaos système se tendait sous son propre poids. Mais désormais, ce schéma se brise. Les menaces à faible coût sont traitées efficacement. Les défenses de pointe sont préservées. L'équilibre bascule d'une réaction subie à un contrôle maîtrisé, d'une puissance écrasante à une application mesurée. Et pour la première fois, la situation se stabilise. Pas totalement, pas instantanément, mais suffisamment pour en modifier la trajectoire. Et pourtant, le détroit reste fermé, car neutraliser des menaces et rouvrir un corridor sont deux choses bien différentes. L'une se joue en instant, l'autre se construit dans la durée. Et ici, le temps ne dépend pas seulement du contrôle. Il dépend de la confiance, de la prévisibilité, de la certitude que le trafic peut reprendre sans raviver le même cycle. Ainsi, la question centrale revient: pourquoi une force navale de cette ampleur a-t-elle eu besoin de l'appui d'un aéronef que beaucoup considéraient déjà comme dépassé? Et la réponse ne réside pas dans la puissance, mais dans l'adéquation. Car ce n'était pas un problème de haute mer, ce n'était pas un affrontement à longue portée contre des cibles de grande valeur. C'était un espace confiné, saturé, peuplé de menaces rapides et peu coûteuses, exigeant des réponses tout aussi précises et durables. Et la solution n'est pas venue de la nouveauté, mais de ce qui correspondait déjà parfaitement à l'environnement. Mais une autre question émerge désormais en arrière-plan. Que se passera-t-il lorsque cette solution ne sera plus là? Car des plans existent déjà pour la retirer, la remplacer, passer à quelque chose de plus moderne, de plus avancé, de plus conforme au concept futur. Et quelque part, dans ce corridor étroit de 6 miles, où les navires attendent encore et où les moteurs restent silencieux, cette leçon se joue en temps réel, lentement, inexorablement, sans signal clair de ce qui viendra ensuite. Alors, si vous voulez rester en avance sur ce type d'histoire, là où stratégie, technologie et pression du réel se rencontrent de façon imprévisible, restez avec nous, car le prochain tournant de ce récit pourrait être bien plus proche qu'il n'y paraît.